y'all know this is so. I like slam dunk to take me to the hoop. Yeah. My favorite play is the alley-oop. I like the pick and roll. I like the give and go. And it's basketball. Bow wow, let's go. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Temps Mort. Aujourd'hui, donc, nous allons débattre sur les équipes nationales. On le sait, nos deux équipes nationales, dames et messieurs, sont engagées dans les différents afro-basket. Dames et messieurs, donc avec nos invités aujourd'hui et vous, justement, qui nous regardez ce soir, on essaiera d'aller un peu chercher dans les tripes de nos équipes pour en savoir un peu plus sur les chances qu'elles ont de pouvoir s'en sortir dans les différentes afros. D'où le thème qui nous réunit ce soir, c'est Afro Basket Men and Women. Les attentes du Cameroun, est-ce que véritablement le Cameroun attend des résultats positifs? Si oui, lesquels à ces Afro Basket-là? Bien sûr, en fonction des équipes qui sont engagées dans la compétition. Pour en parler ce soir, Monsieur l'expert est toujours des nôtres. Monsieur l'expert, allez-y, bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir collègue Nono, bonsoir le statisticien de... Eh bien, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Nous ferons un effort pour vous édifier par rapport au thème de ce soir. Et nous vous souhaitons de rester branchés. D'accord. Et puisque vous avez déjà commencé à dévoiler le plateau, juste à côté, Hervé Dia nous a rejoint. Lui, il est observateur également de l'actualité basketball au Cameroun. Hervé, bonsoir. Bonsoir et ravi d'être là. Bienvenue. Merci pour tous les efforts. Oui, évident, on a fait le maximum pour être là, oui. Bien sûr. Et juste à ma droite, donc le patriarche, j'ai envie de l'appeler comme ça, Samy Nono, qui est au Cameroun, qui repart donc demain. On l'a juste pêché comme ça. Il a accepté notre invitation ce soir pour justement débattre sur cette actualité. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Christian. Bonsoir, Hervé. Bonsoir, collègue qui a été l'un de mes formateurs au basket. Oui. Et donc, je suis ravi d'assister à l'émission avec lui. Merci. Et puis, merci pour l'invitation. J'avoue que le thème m'intéresse énormément. Et puis, on verra si on peut éclairer ou pas vos chers téléspectateurs. Surtout que vous avez tout le temps flirté avec ces équipes nationales. Il faut le dire, de près ou de loin, encore que vous êtes un ancien international. Donc, pratiquement les premières vagues de ces équipes nationales. Donc, je crois que votre avis compte. Votre avis également compte, vous, chers téléspectateurs et amoureux de la balle orange. Le thème qui nous réunit ce soir, je le rappelle, Afro Basket Men and Women. Quelles attentes? Et bien sûr, pour le Cameroun, le numéro sera affiché juste au bas du petit écran. Je crois qu'avec l'aide de la réalisation, on l'aura en permanence dans cette émission aujourd'hui. Et vous pourrez donc participer essentiellement par SMS. Je le rappelle, nous irons dans la tanière des garçons, des messieurs, si vous voulez, tout à l'heure, rejoindre donc le coach Jean-Claude Ntep qui s'occupe aussi de cette équipe-là et nous dire comment est-ce qu'ils se préparent, s'ils sont encore à Yaoundé, parce que les dernières nouvelles devaient quitter Yaoundé ce soir pour le Brésil où ils devaient continuer leur préparation, donc jusqu'à 19h encore. Le groupe était du côté de Yaoundé, donc on l'aura avec beaucoup de chance. Il nous dira comment est-ce qu'ils se préparent de ce côté-là. Mais pour les filles, on sait déjà qu'elles sont du côté d'Abidjan. Voilà, entre autres, mesdames et messieurs, bienvenue, à tout de suite. Voilà, alors, monsieur l'expert Alexis Siewemongwe, on va d'ailleurs démarrer par vous ce soir, l'œil de l'expert ce soir, nous renseigne sur quoi? Eh bien, il s'agit, je vais parler de l'arbitrage surtout. Vous savez, il y a des compétitions, mais il faudrait que ces compétitions soient tranchées par des arbitres. Il faut absolument que les arbitres essayent de gagner le pari d'objectivité, d'impartialité et de rectitude morale. Car ils doivent leur action sur le terrain qui doit tendre vers les nobles idéaux. Parce que l'arbitrage de demain sera le pur reflet
de ce sport ou ne le sera pas. Voilà ce que j'ai préparé par rapport à cette émission, par rapport au regroupement des arbitres organisé la semaine dernière à Du Yaoundé. côté de Yaoundé, bien sûr, on reviendra là-dessus. Alors, Monsieur Nono, vous partagez l'avis de l'expert, c'est vrai? Oui, mais disons que de façon globale, dans tout sport collectif, même dans tous les sports de compétition, il y a des règles, donc il y a un arbitrage. Et puis, j'avoue que l'arbitre fait partie du jeu. L'arbitre, sans arbitre, il n'y a pas de basket. Donc, l'arbitre doit faire l'objet, c'est vrai, c'est d'un respect, mais l'arbitre aussi doit faire l'objet d'une acceptation de petites critiques qui, comme on dit, l'œuvre humaine étant imparfaite, donc des erreurs, on peut les comprendre. À partir du moment où on accepte qu'un joueur rate un tir en course, qui est la base, qui fait partie des fondamentaux du basket, on peut aussi accepter qu'un arbitre se trompe. Donc, j'adhère. Voilà. Merci, collègue. Hervé? Oui, également, parce que ça fait, je veux dire, un joueur oublie souvent toutes ses responsabilités avant d'accuser un arbitre. Je veux dire, sur une action X ou Y, le joueur va d'abord pointer le doigt sur l'arbitre avant de se rendre compte qu'en fait, il a fait une erreur technique de fondamentaux, tout simplement. Donc l'arbitre, c'est en fait le bouc émissaire de ce jeu-là. Et il assume ça, certes, je veux dire, il sait qu'on va taper sur lui, mais il doit répondre à ça par une justesse et une impartialité la plus totale possible. C'est pas évident, c'est compliqué de jouer à ce rôle-là, mais il faut s'attendre à ça en tant qu'arbitre, d'assumer toutes les critiques qui vont tomber sur soi, même si parfois c'est pas justifié. Ouais, parfois c'est pas justifié. Chez nous, quand même, on a affaire à des coachs qui sont forts de caractère, aussi. Donc ça peut jouer sur la psychologie de l'arbitre. C'est pour cette raison que la COP, qui est l'association des officiels, a organisé une journée d'arbitrage à Yaoundé, en regroupant les entraîneurs, les arbitres, les commissaires techniques et éventuellement leurs collègues arbitres pour parler de la problématique même de l'arbitrage au sein, n'est-ce pas, de l'organisation du sport et particulièrement de basketball. Oui. Et je pense que c'est une initiative heureuse qui doit pouvoir se poursuivre et ne pas s'arrêter là, parce que, vous savez, le problème d'arbitrage se pose avec acuité. Sinon, on jouerait aujourd'hui sans arbitre. Donc, logiquement, c'est un travail qui doit pouvoir se poursuivre. Et les communicateurs que vous êtes devraient pouvoir encourager entraîneurs, dirigeants, spectateurs à bien suivre les différents conseils prodigués par l'association des officiels. Oui. Je voudrais quand même rajouter quelque chose sur ce que vient de dire M. Siwe. Moi, je pense que autant les entraîneurs en début de saison font une préparation pour leurs joueurs, pour les compétitions, il est quand même important de saluer cette initiative de la COP, que je salue d'ailleurs, parce que quand elle était née, j'avoue que c'était un plaisir. Maintenant, il est nécessaire aussi qu'il y ait, ou important qu'il y ait un plateau commun entre l'arbitrage et les arbitres et les différents entraîneurs pour pouvoir expliquer un peu les évolutions du sens du jeu, du règlement, etc. en début de saison, ce qui permettra éventuellement aux entraîneurs de travailler dans ce sens-là. Donc l'initiative, elle est parfaite. Maintenant, on espère que ça va continuer. D'accord. On essaie de joindre l'un de ces arbitres qui était dans le comité d'organisation de cet accord du côté de Yaoundé. Donc, on essaie d'avoir Hervé, le jeune, en ligne à l'instant pour qu'il nous fasse un petit peu le bilan de ce qui s'est passé du côté de Yaoundé en attendant que la connexion soit bonne entre ce plateau et Yaoundé. Malheureusement, jusqu'ici, nous ne parvenons pas à joindre Hervé. Donc, le numéro, il est au bas du petit écran. Vous pouvez appeler et participer à cette émission aujourd'hui. Alors, on va rentrer dans la tanière de l'équipe nationale dames. Messieurs, il faut rappeler qu'elles sont déjà en Côte d'Ivoire, où elles poursuivent leur préparation. Alors, cette équipe complètement remaniée, Samy Nono, vous avez suivi l'actualité depuis l'Afro-Basket 2015. Elle n'est pratiquement plus la même. C'est une équipe recomposée qui est allée au pré-olympique en France, qui est allée encore au jeu de la francophonie il n'y a pas longtemps, revenue de la Côte d'Ivoire avec la 9e place, je crois. Ouais, la 9e place par là. Et qui se trouve en ce moment en Côte d'Ivoire pour préparer l'Afro-Basket qui démarre
dès le 18 prochain. Votre avis sur cette équipe? Il y a plusieurs choses à relever. Tout d'abord, je pense que après 2015, c'est vrai qu'il y a eu un changement ou un rajeunissement, si on veut. Je pense que c'est l'expression qui avait été utilisée. Comme dans toutes les équipes nationales du monde, on renouvelle. C'est vrai que ça a dû peut-être être brutal pour certains ou certaines, parce qu'on n'a pas compris. Mais la transition qui avait été faite en 2016, donc à Nantes, nous on les a reçus, l'équipe nationale à Nantes, parce que je vis à Nantes, donc voilà. Bon, après, s'il y a un problème peut-être de continuité, parce que si vous appelez aujourd'hui 12 si et 6 mois après, sur les 12, vous avez peut-être moins de 50% ou plus, moins de, je sais pas, 40%. C'est vrai qu'à chaque fois, on est sur la base du renouvellement. Mais l'idée en soi, elle est bonne. Deuxièmement, je pense que les compétitions de haut niveau, ce qui manque, nous, dans notre basket, c'est la multiplication des rencontres. Oui. Je vois les garçons qui sont allés en Chine, c'est une très bonne chose, c'est des locaux pour la plupart, même s'il y avait quelques professionnels. Mais c'est tellement plus important pour les filles, d'autant plus qu'elles n'ont pas beaucoup de compétitions majeures. Donc, sur la base du renouvellement, moi, j'adhère. Maintenant, cette équipe ira, c'est une expérience, parce qu'à force de faire de la compétition, on arrive à grandir et puis on arrivera à avoir peut-être le niveau des filles qu'on a eu en 2015. Parce que cette équipe-là, il ne faut pas oublier, dans l'équipe de 2015, quand elle commençait... Il y avait une nette progression. Voilà, il n'y avait pas ce niveau-là. Donc, j'adhère. Voilà, j'adhère. Hervé, disons que, je veux dire quoi, la fragmentation de ces équipes depuis l'Afro-Basket de 2015 à Yaoundé n'est pas, d'après certains observateurs, du genre à apporter des résultats tout de suite dans cette équipe. Oui, c'est vrai qu'en voyant le roster qu'on avait en 2015 et celui qu'on a maintenant, il y a une différence qui fait que voilà, il y a beaucoup de joueuses qu'on n'a pas vu vraiment en situation qui sont. Mais je veux quand même rappeler que les 90% font partie de ce qu'on appelle, enfin, entre guillemets, le Team Cameroun, c'est-à-dire qu'elles ont déjà été appelées, elles ont déjà eu à se fricoter avec l'équipe nationale à un moment ou à un autre, même si c'était pas lors des grandes compétitions. Donc la base est là. Je vois sur par exemple, le groupe d'Abidjan, il doit y avoir 4 joueuses qui ont été vice-championnes d'Afrique en 2015. Ouais. Donc 4 potentiels sur les 12. Et ensuite, plein de joueuses qui ont, comme je le dis, fait des stages avec l'équipe. Et donc, elles se connaissent très bien maintenant. Pour une compétition comme l'Afro-Basket, s'il faut venir avec de l'expérience, un petit peu d'expérience. Vous avez vu en 2015, les Sénégalaises, c'était ça. C'était une équipe, c'était des vétérans qui étaient venus en mission. Et on s'est cassé les dents parce que voilà, nous on manquait un petit de ce petit vécu en plus là qui faisait que voilà. Mais grosso modo, quand on voit notre équipe, on a des joueuses qui, contrairement à beaucoup d'autres équipes nationales, des filles qui sont dans des championnats où elles jouent quand même. Donc c'est déjà quand même un avantage parce que ça aurait pu être pire. On aurait pu avoir des joueuses qui n'ont pas beaucoup d'activité et qui n'ont pas beaucoup d'expérience encore. Voilà, donc je pense que les bases sont bonnes. On ne part pas de trop loin. Donc on peut quand même espérer faire bonne figure dans cette compétition-là. Mais maintenant, comme Sam disait, c'est clair que atteindre les sommets de 2015, ça sera un petit peu compliqué vu la concurrence et tout. Mais on va y arriver. On va parler de cette concurrence-là. Hervé, monsieur l'expert, la reconstruction, oui, mais là maintenant, là, on est reparti à zéro. Christian, certes, nos filles ont pris part à la francophonie. Elles étaient à la CAN au Mozambique, la CAN au Cameroun. Est-ce que c'est avec les mêmes encadreurs techniques? Est-ce que c'est avec les mêmes filles? Vous savez, j'ai toujours dit autour de ce plateau qu'on peut avoir une sélection sans toutefois avoir une équipe. Parce que avoir une équipe, c'est d'abord une cohésion que le coach doit avoir suffisamment de temps pour constituer, à base des matchs amicaux, à base des différents stages organisés. Et au cours de ces stages, il faut tenir compte d'un certain nombre de facteurs. Bon. Quand nous disons bien que les éléments qui ont évolué à la CAN 2015, qu'il n'y a que 4 au sein de cette équipe, ça veut dire que l'entraîneur qui est là, qui est d'ailleurs nouveau, doit rebâtir une nouvelle équipe. Avec tout ce que ça comporte. Et rebâtir une nouvelle équipe nécessite un certain nombre de paramètres.
Bon. Alors, est-ce qu'en 2 ans, de 2015 à 2017, la Coupe du Monde se prépare en 4 ans, en 2 ans, est-ce que ces nouveaux entraîneurs ont eu suffisamment de temps pour constituer cette équipe qui va en compétition? S'ils ont pu faire quelque chose, tant mieux. Mais qu'à cela ne tienne, c'est une compétition. Quand une équipe est en reconstruction, on ne se dit pas qu'elle va gagner immédiatement. Mais on doit se dire qu'elle va se battre pour amener au moins un résultat positif qui est supérieur à ce que l'on a eu en 2015. D'accord. Alors, en ce moment, donc, elles sont en Côte d'Ivoire. Il faut dire que du côté de Yaoundé, le groupe qui revenait de la francophonie avait rejoint Yaoundé et 2 filles sont sorties de la liste initiale, donc ont quitté le groupe, n'ont pas rejoint, bien sûr, à Abidjan. Il s'agit ici de Paola Ninke de FAP et Célia Youdom de Université de Douala ici. Alors, un nom qui revient pratiquement, Célia Youdom, qui ressort de cette équipe. On se souvient encore que c'est pas la première sélection, c'est pas la deuxième, c'est pas la troisième présélection de cette joueuse quand même que d'aucuns considèrent avoir le niveau pour être dans cette équipe. Elle est sortie encore. Alors, pour vous, Célia Youdom, ce n'est pas encore ce qu'il faut pour cette équipe après tant de présélections? Non, vous savez, il y a dans le sport de haut niveau, il y a ce qu'on appelle le plateau. Et dans la progression d'un joueur, ensuite, il y a le plateau. Et ce plateau-là, pour les joueuses, pour n'importe quel qui voudrait aller plus haut, il y a ce plateau-là à traverser. Je pense qu'il y a plein de joueurs qui restent sur le plateau et qui n'ont pas le petit truc, le petit pic pour espérer se faire sélectionner et aller très très haut. Je pense que voilà, des joueuses comme Célia Youdom se trouvent sur ce plateau-là. Et dans notre championnat, c'est déjà une joueuse bien établie elle est meneuse de jeu titulaire dans une équipe qui fait le Final Four pratiquement tous les ans. Mais il manque le petit truc. En 2015, elle avait fait le stage justement avec les Lyonnes. Quand elles étaient en Italie, je pense, c'était la dernière coupée, juste avant de rejoindre Yaoundé pour entamer la compétition. Et je me rappelle lors des derniers matchs de préparation, c'était contre l'université de Tennessee, je pense. Elle rentre en jeu, elle joue ce match-là, elle a joué 4-5 minutes, mais les 4-5 minutes qu'elle joue, on sent tout de suite la petite différence avec la meneuse titulaire. Ça s'est senti très très vite. Et à ce niveau-là, c'est rédhibitoire. Je veux dire, quand on essaie de construire un groupe de 12 joueuses et un coach ou un staff sent le niveau chuter à ce niveau-là lors d'une compète contre des universitaires, il se dit voilà, peut-être, et à chaque fois il manque quelque chose. Voilà, il manque quelque chose et à chaque fois elle est juste à la limite, ça me rappelle un joueur en équipe de France. Chaque fois il est coupé juste avant, je pense que c'est Fabien Causeur, je sais pas, juste avant, à chaque fois il rentre jamais dans les 12, il est toujours, mais ça arrive, mais sauf que à un moment donné, si elle passe un cap, il n'y a aucune raison qu'elle n'intègre pas au moins pour une grande compétition Cameroun. Célia Youdom, vous la suivez, Samy? Une idée sur cette joueuse-là? De façon générale, je suis le basketball camerounais via les réseaux sociaux, via les nets, quelques images, mais je ne parlerai pas en termes de personnes. Je crois qu'Evel vient de le dire, c'est hyper important. Un entraîneur détermine son choix sur les critères qui sont les siens, et puis après, sur l'objectif qui est le sien. Donc, il faut qu'on comprenne quand même quelque chose, que les joueurs et joueuses comprennent qu'une sélection, ce n'est pas un acquis, ce n'est pas un dû. Il y a le facteur peut-être technique, il y a le facteur après humain qui rentre en compte. Donc, il y a toujours dans des sélections 1 ou 2 joueurs qui ne sont pas de l'avis de tous les entraîneurs que nous sommes, qui ne devraient pas faire partie de l'équipe, mais pour un entraîneur dont un entraîneur a besoin. Donc, les critères, en réalité, il faut peut-être avoir, si on avait une direction technique nationale qui fonctionnait dans le sens tel que je comprends, je crois que les choses auraient été plus claires pour tout le monde. Maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile pour elle, mais
faut pas baisser les bras. Elle fait partie du pôle Cameroun, de la team Cameroun. Donc peut-être que cette année, elle ne fait pas partie de la compétition. Peut-être l'année prochaine, comme il dit, il suffit d'un tout petit déclic et puis voilà, on va la retrouver. Mais les nouvelles qui proviennent quand même de cette équipe-là nous disent que c'était le trop-plein de meneuses qui fait qu'on la coupe à ce moment-là et la joueuse de FAP. Donc il y a eu un choix à faire entre elle et les autres. Subjectif. Oui, ce qui est tout à fait normal. À un moment donné, si vous avez réuni un groupe de 7 joueuses, voilà, 16-17 joueuses, vous avez dans votre équipe dans 4-5 meneuses ou alors 4-5 joueuses qui peuvent jouer aussi au poste 1. Maintenant, c'est les styles de jeu. Qu'est-ce que tu apportes à l'équipe? Quels sont tes défauts par rapport à ta coéquipière? Donc c'est cette alchimie là qui fait qu'on fasse un choix au final. Justement, avant la prépa de 2015, justement en Italie, on avait Meisha qui était au poste 1, il y avait Bianja qui fait jouer le poste 1 aussi, et Bianja apportait un playmaking, apportait une organisation de jeu, un leadership que Célia n'avait pas forcément. Meisha apportait un scoring que si elle n'avait pas forcément. Donc, à un moment donné, on se demande quelle est ta force, qu'est-ce que toi tu apportes à l'équipe, pourquoi est-ce que je devrais te choisir par rapport à quelqu'un d'autre, et c'est justement tes atouts. À un moment donné, à ce niveau-là, il ne faut pas être moyen partout. C'est une joueuse correcte, vraiment, elle ne te fera pas de turnover n'importe comment, voilà. Mais sauf que il faut être excellent. Face à Nelly Weledi, par exemple. Face à Nelly Weledi, par exemple, qui devra rejoindre, je crois, les filles en Côte d'Ivoire, si ce n'est le cas jusqu'ici. Vous pouvez faire un comparatif, par exemple? Nelly, quand même, c'est une. Parce qu'il faut bien la couper pour que Nelly rentre. Hein. Oui, bien sûr. Mais Nelly, c'est une joueuse, du peu que j'ai vu d'elle à la fac, c'est une joueuse très très solide. Elle a une dureté, exemplaire. C'est quelqu'un qui a une hargne quand tu joues avec l'équipe nationale du Cameroun, il faut avoir cette hargne, cette envie de gagner là. Elle l'a. Et en plus, elle peut mettre des shoots. Donc, elle peut permettre d'écarter le jeu quand c'est nécessaire et garder la balle. À un moment donné, vu la construction de notre équipe, le scoring ne viendra pas de l'arrière, enfin du poste 1. Il viendra peut-être de l'arrière de l'aile. Il viendra très peu de l'intérieur. Donc, vu la configuration, Nelly a tout à fait sa place. Maintenant, mais c'est surtout cette dureté et cette envie de gagner là qui m'a marqué. Donc, je pense qu'elle a sa place. Et maintenant, il faudrait voir. On n'a pas encore de groupe de 12. Peut-être le coach en décidera autrement. 14-2 partiront encore de cette équipe-là, quitteront cette équipe. Monsieur l'expert, être présélectionné 1, 2, 3, 4 fois, toujours coupé à la limite de l'entrée en compétition, est-ce que psychologiquement le joueur n'est pas atteint? Eh bien, je pense que les entraîneurs tiennent compte des statistiques, comme le disait Hervé tout à l'heure. Le facteur statistique est très très important, c'est-à-dire dans chaque compartiment. En plus, il y a un problème de morphologie. Pour Célia, la nature a voulu qu'elle ne soit pas assez grande de taille. Elle a le potentiel nécessaire comme basketteuse, comme meneuse, mais il y a ce petit truc qui lui manque, sa taille. Vous savez qu'aujourd'hui, les meneuses doivent être des personnes capables de marquer, capables de défendre, capables d'orienter le jeu et avoir une taille assez importante. Et je pense que c'est ça qui la disqualifie souvent. Mais sur les autres domaines statistiques, elle essaye de se battre pour... Mais un jour, comme l'a si bien dit Nuno, mon fils, elle aura sa chance. Laissons le temps au temps, faire son temps. Il faudra attendre ce jour-là. Il faudra attendre ce jour. Alors, je rappelle, c'est par SMS les participations. On voit des appels qui arrivent de partout et même de l'étranger. Vous pouvez essentiellement participer par SMS à cette émission aujourd'hui. Alors, les filles qui sont dans cette équipe jusqu'ici, Bianja en poste 1, Bianja Priscille, une ancienne de l'équipe, Asena Laure, Nelly Weledi, Mina Linda. Et juste au poste 2, on a Ramsès Lonlac également, Kendra Weledi, Jules Fankam qui rentre dans cette équipe. Il faut le dire, cette joueuse de BA qui rentre juste au moment où elles vont en prépa du côté de la Côte d'Ivoire. Et puis en poste 3, Marie-Ange Foula qui elle aussi est une habituée à Chéri Adé aussi de cette équipe. En poste 4-5, Rosa Benkoumari, Ngane Catherine, Kamwa Joya, Frédéric et puis Abogo Fabo, Amandine. C'est des vieilles
face aux nouvelles, un groupe qu'on veut homogène forcément pour avoir des résultats. Ça. Ben oui, bon, au-delà, monsieur Siwe a dit quelque chose quand même de... Je ne vais pas le contredire un tout petit peu parce que c'est vrai que le poste 1 aujourd'hui, on voit de plus en plus de grands, c'est vrai, c'est certes, mais on peut être petit et puis après on a un facteur déterminant, c'est la vitesse parce qu'on le voit avec Epoupa, avec l'équipe de France qui a une dextérité, une vitesse balle en main qui lui permet de compenser ce petit déficit-là. Mais au niveau de la composition de l'équipe, moi... pour gagner à ces niveaux-là, au niveau des filles, il faut que tous les postes soient déterminants au niveau du gabarit. Et je regarde en 5, on souffrira parce que les équipes comme le Mali, le Sénégal, et il a dit Hervé, on a perdu peut-être contre le Sénégal, mais on avait un déficit de taille parce que notre très chère grande pivot qui revenait après ses blessures n'était pas complètement remise ou prête pour la compétition parce qu'on l'aurait eu fraîche. C'est vrai qu'on aurait rivalisé. Donc, il y a un petit déficit de ce côté-là. J'espère qu'on va compenser par, comment on appelle ça, un peu plus de dureté dans le jeu intérieur, de contestation, et puis un groupe homogène. Vous savez, à ce niveau-là, si on est un bon groupe, si on parle la même chose, si on rigole tous ensemble, on pleure tous ensemble, on peut avoir des résultats. Et il ne faut pas qu'on cherche à jouer pour soi, qu'on joue pour l'équipe. Tout à fait. Parce que le marché de recrutement ne sera pas forcément là. Il se fait sur vos statistiques annuelles de la saison. Donc, on pense au groupe Cameroun. Moi, je pense que, bon, après, sur les postes, j'ai vu poste 3. Bon, on verra. Moi, je dis toujours, j'attends, ne serait-ce qu'une image des matchs. Marie-Ange Foula, Achille, c'est quand même des habitués. Je connais. Achille, c'est un retour, elle revient. Oui. Tant mieux, c'est un retour. Il faudrait qu'elle donne aussi plus parce que, bon, voilà. Donc, il faudrait qu'elle... Parce que, bon, voilà. Non, mais c'est-à-dire que par séquence, moi, dans ce que j'ai vu d'elle, en 2015, on avait l'impression que... Oui, je vais, mais bon, voilà, c'est tout doucement, quoi. Je veux dire, cette équipe du Cameroun, avec ces gabarits qu'on a, devra avoir du cœur. Quand je dis du cœur, ça ne veut pas dire jouer violemment. Ça n'a rien à voir. S'arracher, se battre sur tous les ballons, se soutenir, se mobiliser. Et puis, voilà, on pourra... J'espère pour elle, dans les 6, 7, 8, j'ai dit bien j'espère, bon, on verra. Les premiers matchs vont nous édifier. D'accord. Alors, fini quand même 9e à la francophonie. C'est déjà un signe, même si on espère mieux pour la suite des événements. Alors, allons un peu regarder chez nos adversaires. Avec l'aide de la réalisation, on peut avoir le premier tableau qui nous renseigne sur les adversaires du Cameroun à cette compétition-là. Monsieur, si vous permettez, voilà. On l'a justement... Voilà, à l'instant, donc le Mali, le Cameroun, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, et la RCA également qui s'ajoute à la Wildcat là-bas. Voilà, alors le Mali, la Tunisie, l'Angola, la RCA, messieurs, décryptage. Alors le Mali, grosse équipe, elle sera à domicile, mais vraiment grosse équipe parce que ces joueuses-là jouent partout en Europe. En France, elles sont bien établies, que ce soit en Ligue majeure ou en F2, elles sont vraiment partout. Elles sont en Pologne, elles sont en Slovaquie, elles sont en Russie. Vraiment, elles ont une pléiade de joueuses comme ça. Et toutes vraiment... À un moment donné, on se disait bien qu'il faudra bien à un moment donné que les Maliennes réussissent à regrouper toutes les joueuses qu'elles ont. Et j'ai l'impression que cette année, parce que c'est à domicile peut-être, Jenny Jawara est là, Nyanyuma est là, donc elles ont fait les 3/4 du boulot seulement dans la sélection, et les 3/4 du boulot sont faits, le public sera là, donc ça sera l'équipe à battre. Le Mali, pour moi, ça sera l'équipe à battre, il faudra les bouger. Mais au moins, la configuration de la compète est bien faite, on n'a pas besoin forcément d'être premier de la poule pour essayer d'avancer, on peut voir venir encore. Mais dès le deuxième tour, il faudra... Ça va être chaud. Ouais. Ouais, donc ça c'est pour le Mali. Ensuite j'ai vu également l'Angola. L'Angola, j'ai vu qu'ils ont donné un dernier run à leur équipe vieillissante. Elle était déjà vieillissante en 2015 à Yaoundé. Et elles ont quand même fait les demi-finales. Et là, il y a quand même, ils ont, au lieu de renouveler,
ils ont encore appelé les Jeux de licence avec l'expérience là qu'il faut. Donc je pense qu'au minimum, c'est encore demi. Si tout se passe bien, c'est encore demi. La Côte d'Ivoire, on ne sait pas encore trop bien comment elles vont aborder la compétition. Elles ont eu toujours beaucoup de problèmes de préparation, de coaching et tout ça. Cette fois, il faut voir ce que ça donne. On dit qu'elles ont beaucoup de potentiel, mais la musique n'est pas encore bien accordée, les ailes. Donc, la RCA... On va revenir sur le tableau pendant qu'on y est. Donc, la RCA, vraiment, via la wildcard, elles sont présentes. Elles vont essayer de défendre. Ça sera, à mon avis, l'équipe la moins dangereuse, il faut dire ça comme ça. Encore que chez les filles, les niveaux sont tellement compacts que on peut dire comme ça qu'elles sont moins bonnes. Mais sauf que, sur un malentendu, dans un match un peu tendu, voilà, elles peuvent sortir avec une victoire, vous gratter une victoire ou deux. Voilà, et enfin la Tunisie. Je les ai vus jouer il y a 3 ans. Si c'est le même groupe, c'était déjà un groupe très prometteur il y a 3 ans. Si c'est le même groupe, si elles ont gardé la même, ça peut être dur à battre. Parce que c'est des filles qui il y a 3 ans, qui ne laissaient rien passer. Je le dis, qui plongeaient sur toutes les balles. Et chez les filles, on sait comment, quand elles sont hargneuses comme ça, elles sont dures à battre. Elles peuvent être pas très talentueuses, mais quand elles courent sur toutes les balles, elles se jettent sur toutes les balles, ça devient beaucoup, beaucoup plus compliqué à gagner des matchs. Pourtant, chez les garçons, une équipe est hargneuse ou est cogne, mais avec le talent, vous réussissez quand même à changer le cours du jeu. Chez les filles, c'est plus compliqué, donc il faudra faire attention quand même à la Tunisie. Mais, comparé au groupe B, on a le groupe le moins... parce que le groupe B là... Le moins relevé. Oui, le groupe B, c'est quand même... Ben, sauf que ça va se jouer à la deuxième phase de la compétition. Forcément, donc, à ce moment-là, on va croiser plus dur. On va croiser du très lourd. C'est là on aura affaire au mental, monsieur l'expert, et à l'esprit d'équipe. Ben, on dit généralement, on gagne en équipe, comme l'a dit Nono tout à l'heure, et on meurt en équipe. Si la préparation est bonne, je dis bien si la préparation est bonne, et si on a pu faire une évaluation après la dernière compétition, parce que le véritable problème, c'est que dans nos fédérations, on organise bien les compétitions, mais à la fin, on oublie d'évaluer, n'est-ce pas, les résultats. Évaluer permet également de savoir qu'est-ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Mais en ce qui concerne cette compétition, je dirais tout simplement que le Mali déjà joue, et paix à son âme, dans un nouveau gymnase qui porte le nom de l'ancienne secrétaire générale de la Fédération malienne de basket, Madame Salamatou, que M. Nono connaît bien. Et pour inaugurer ce gymnase, eh bien, cette compétition va se jouer là-bas. Vous comprenez donc que le Mali vient déterminé à remporter cette compétition. L'Angola est habitué à ces genres de compétition, a de l'expérience pour ce genre de compétition. Et je crois que c'est une équipe une sélection qu'il ne faudrait pas négliger. Bon, maintenant, quant à la Tunisie aborde ces compétitions, mais toutes les fois qu'elles participent, elles arrivent au moins au niveau des quarts de finale. Donc c'est une équipe qu'il ne faudrait non plus négliger. Centrafrique, par contre, vous savez, c'est un pays qui sort de la guerre, qui se relève qui a fait beaucoup d'efforts pour introduire son équipe nationale à cette compétition. C'est déjà une très très bonne chose. Et c'est un mérite pour l'Afrique centrale, pour la zone 4. Et le Cameroun, qui a été deuxième à la dernière compétition dans cette poule, doit justifier, n'est-ce pas, son statut de vice-champion d'Afrique. Donc, quant à l'autre poule, je pense également que c'est une poule qui est assez équilibrée, où les meilleures équipes devraient s'en sortir pour que l'on puisse participer au quart et aux demi-finales suffisamment explosives. Voilà. Justifier son titre de second sur le plan, sur la scène continentale, face à l'Angola, face au Mali, entre autres. Samy. Oui, mais ça va être difficile parce qu'on ne repart pas avec la même équipe. Déjà, le premier facteur. Et puis, deuxièmement, comme disait Hervé, c'est vrai, ou comme a dit M. Sioui, c'est vrai que le Mali part hyper favori, ce qui est normal chez soi, avec l'apport du public. On l'a vu en 2015 chez nous. Le public a été vraiment le sixième basketteur sur le terrain. On jouait à 6 à chaque fois contre l'adversaire. Donc, ce que nous, on pourra faire, moi je pense que
je ne connais pas l'objectif réel, je n'ai pas discuté avec l'encadrement, je ne sais pas du tout, ni la Fédé pour savoir quel est l'objectif qu'on s'est fixé pour cette CAN. Je suppose qu'il y a un objectif, et je l'ai dit, si on se retrouve dans les 6, 8, je pense qu'on aura beaucoup fait. En dehors du Mali, dans notre pool, je pense que c'est ouvert. L'Angola, c'est vrai, c'est une équipe, ils ont reconduit des joueuses expérimentées, ils ont même naturalisé, je crois, une américaine poste 1, ou voilà. Bon, de toute façon, on n'a rien à perdre. On part de zéro, on bâtit, on grandit. Même si l'histoire retiendra qu'on avait été deuxième en 2015, mais là, c'est un renouvellement. Donc, on a tout à gagner. De toute façon, on n'a rien à perdre. Donc, je dis, il faut tout donner. Chaque match sera comme une finale pour nous, pour les filles. Après, il y a le travail des encadreurs à côté. Je dis le coach sur le terrain, parce qu'il y a beaucoup de très bons coachs dans les différentes équipes là, en compétition. Et le coaching, c'est un facteur en basket qui est aussi déterminant. Ouais. C'est très important dans l'équilibre, comment on appelle, dans la montée en puissance de son équipe, etc. Première phase, c'est un rodage, mais un rodage où on essaie d'évaluer nos forces réelles. Et puis deuxième phase, comme on dit, c'est coup près. Donc je passe ou je ne passe pas. Bon, voilà, on verra. En dehors du Mali, honnêtement, on peut tirer notre carte, notre épingle du jeu. Ça, je le pense. C'est pas un problème de chauvinisme au Cameroun ou pas. De toute façon, en basket, je suis hyper objectif, donc à la limite, ça me pose pas de problème. Mais ça demande beaucoup d'engagement. D'accord. Et d'abnégation. Aussi, hein. Alors, il y a une prépa des matchs amicaux qui se joueront du côté de la Côte d'Ivoire. Quand même, quelques équipes là-bas que nous allons rencontrer qui nous permettront de pouvoir nous rôder davantage. Je sais pas, avec l'aide de la réalisation, peut-être on pourra revenir sur l'interview du coach Souleymane Pepouna de la semaine dernière. Donc, le temps de rentrer juste dans les archives de l'émission de la semaine dernière pour avoir cette interview, réécouter cette interview de Souleymane Pepouna qui rentre quand même en détail sur les différentes qualités de ces joueuses et même revient sur bien sûr les objectifs de cette équipe. Alors, objectif aller gagner, ça c'est une question que nous nous posons tous, même si d'aucuns disent que dans des pays sérieux on ne recommence pas pour attendre des résultats tout de suite. Il faudra au moins 2 ou 3 compétitions quand même. Effectivement, parce que si vous voulez, je le disais dans mes propos préliminaires, il faut que l'équipe travaille ensemble. En fait, l'équipe, c'est une sélection, on est d'accord. C'est pas un club. Un club, vous jouez, vous entraînez, je sais pas, 4-5 fois par semaine, vous vous connaissez, etc. En sélection, on se dit, on passe sur le haut niveau, on passe sur la base des joueurs qui ont des fondamentaux individuels, collectifs, tactiques, qui comprennent vite de mouvements. Donc, un regroupement, c'est 10-15 jours. Avec ça, il faut faire une équipe nationale. C'est beaucoup plus difficile. Bon, j'espère simplement que dans la démarche qui est celle que entretient le coach Pepouna, qui a toute la confiance du Cameroun dans la mienne, j'espère simplement qu'il pourra amener cette équipe à donner du 125% à chaque fois. Parce que je le dis, si on joue à 90%, ça va être très très difficile vu la configuration du groupe. Donc il faudra y aller. Il faudra qu'on essaie qu'on fasse comprendre aux filles que vous pouvez le faire. Elles peuvent le faire. Elles peuvent le faire. Maintenant, mais il faut le faire tout le temps. Et il faut être tout le temps au top de sa forme. Encore que sur le groupe de Yaoundé, on n'avait pas misé gros. Vous savez, comme l'a si bien dit, la préparation psychologique est très très importante pour une compétition de haut niveau comme celle-là. Et je dis préparation psychologique parce que il y a certaines qui ne se connaissent pas et qui se retrouvent pour la première fois. Il faudrait bien qu'elles puissent créer une atmosphère sereine au sein de l'équipe et que cette cohésion, je ne sais pas combien de matchs amicaux ces filles ont pu réaliser avant cette grande compétition, et c'est important. Important pourquoi? Parce que il faudrait livrer 4 matchs d'affilée, savoir récupérer, et surtout, il y a plusieurs parmi elles, en dehors des professionnels qui sont habitués et qui n'ont pas l'habitude de jouer, n'est-ce pas, sur l'intervalle de 3 jours, un match après 3 jours, un match. Mais là, on est sur 10 jours avant la compétition, donc ça nous laisse
peut-être un ou deux matchs maximum pour pouvoir être bon sans être épuisé. Oui, enfin, je veux dire, pour moi, ces filles l'ont déjà fait. Je veux dire, sous le plan physique et tout, non, ça va. Pour moi, ça ira. Et ça a toujours été une de nos forces, de toute façon, sur le plan physique. C'est plus, nous, on aura un gros travail tactique. Le Cameroun aura un gros travail tactique à faire parce que nous sommes une équipe, nous avons le même style de jeu depuis 6 ans. Je veux dire, vraiment, nous sommes une équipe, vraiment, sur le plan tactique, on ne surprend pas beaucoup l'adversaire. Ouais. Voilà, je veux dire ça comme ça, on ne surprend pas beaucoup l'adversaire. Et bien sûr, il ne faut pas 2 matchs aux adversaires pour le comprendre. Hein. Je veux dire, dès le premier tour, ils vont très vite comprendre comment nous prendre. Ce sera à nous de nous ajuster. C'est ce qui nous a manqué en 2013. En 2013, on fait 4e place à Maputo. On se fait crucifier sur un 3 points de Mamarissi. Voilà. Mais ce match-là, on l'a. On n'oubliera jamais. Ouais, on l'a un peu raté tactiquement. À Yaoundé, on a une équipe, on a fait la même compétition, on a joué de la même façon du premier match au dernier match, on n'a pas géré les efforts, on n'a pas géré on finit pratiquement à genoux. Hein. Oui, il a été limite, on l'a payé sur la finale. Là, il est temps en fait de rectifier ces erreurs-là. Donc moi, j'attends vraiment cette équipe du Cameroun en dehors. Enfin, je veux dire, le talent individuel des joueuses, vraiment, on l'a pas. Je pense que sur les Européens, on en a quand même, ça en stock. Maintenant, j'attends l'équipe du Cameroun sur la gestion tactique, la rotation et les rotations. Ça sera crucial, les rotations. Nous sommes déjà, si on a un groupe entre guillemets un peu plus faible qu'en 2015, il faudra pouvoir compter sur les 12. Il ne faudra pas faire jouer 7 joueuses à la vie, à la mort et se faire. Voilà. Donc c'est là-dessus qu'il va falloir observer le Cameroun. Et si nous sommes suffisamment malins, on va en surprendre plus d'un. Ah, oui. Le mot-clé, comme il dit Hervé, merci, je te l'emprunte, le mot-clé, c'est la récupération. Oui. Les compétitions qui sont limitées dans le temps, avec autant de matchs, la récupération elle est importante. Ça veut dire quoi? C'est d'abord, individuellement, savoir se gérer, respecter son temps de sommeil, s'alimenter, bon, oublier de temps en temps Snapchat, etc. Oui. Elles savent de quoi je parle, parce que les écrans de téléphone fatiguent, ça on le sait, c'est prouvé scientifiquement, donc bien s'alimenter. Et donc le coach et le staff technique a un rôle fondamental à jouer. Maintenant, comme il a dit, 2013-2017, on peut s'appuyer sur ça pour se dire, on ne refera pas la même chose. Donc la gestion d'un groupe, c'est important. Les 12 peuvent jouer, je veux dire, on ne demande pas à donner aux 12 chacune 15-20 minutes, c'est pas ça le problème. Mais il faut permettre à chacune de récupérer et puis à permettre à chacune de donner le maximum. Et à celles qui ne jouent pas beaucoup, même à ceux des garçons qui ne jouent pas beaucoup, quand on donne 2 minutes à un joueur, c'est au joueur ou à la joueuse de faire comprendre à l'entraîneur qui se trompe en ne mettant pas sur le terrain. Donc d'aller au maximum, c'est pas de rentrer la mine des confites et tout. Non, une sélection, il faut donner le maximum. Voilà, on a l'équipe du Cameroun parce qu'on veut, c'est un choix et on honore ce maillot. Cameroun, Nigeria, Sénégal, toutes veulent honorer le maillot de leur pays. Donc, il faut qu'on comprenne que c'est une compétition, on aura son temps. Et puis, on gère la compétition avec les aléas. Il y a les blessures, il y a plusieurs choses. Il y a des maladies, tout simplement. Donc, à chacune d'être toujours prête d'accepter le rôle. C'est un rôle de groupe, c'est un travail de groupe. Et puis, on verra ce que ça va donner. Et voilà. Alors, on va un peu rentrer dans la page des SMS, à la réalisation aussi de l'interview de Suleiman Pepouna et par hasard prêt là-bas. Merci de nous faire signe qu'on le diffuse avant de sortir de cette première phase consacrée aux dames. Bonsoir Samy, content de te revoir. Je crois en nos équipes, surtout les dames, car c'est la première qui nous ramènera le trophée au Bercail. Bonne chance, c'est Christian Ekoué. Et au passage. Ah d'accord. Bonjour Christian. Voilà. C'est Boris, un basketteur qui nous écrit ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau. Courage, c'est Franck depuis Elf. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Alors, merci de ne pas appeler, s'il vous plaît. Alors, chez les messieurs, avec la démission de certains joueurs, où sont passés Kenneth Sassé, Aziz, Ibako, Kumezo, entre autres, vous les connaissez? Ce joueur, greeting to all in the studio, especially to especially I wish to say in terms of perspective in our pool, Mali and Angola are going to be hard not to crack, but
I have a lot of hope in our Cameroon team. Provide all the technical and tactical errors during the francophone are adjusted. Ah ouais, on devra ajuster des petites erreurs tactiques et techniques que nous avons, je vais dire, commises durant la francophonie. Mais si on a exploité les statistiques, parce que les fiches statistiques qui sont données aux entraîneurs, c'est justement pour préparer des compétitions futures. Et c'est pour cela qu'il est souvent conseillé, pour une échéance comme la CAN, que les entraîneurs puissent épier les équipes adverses. J'ose espérer qu'on a pu envoyer des messagers pour observer un peu l'équipe du Mali, l'équipe d'Angola, etc. Parce que c'est à partir de là que l'on devrait pouvoir préparer notre arme stratégique. On le fait au football, peut-être parce qu'il y a des moyens. Est-ce que le basket a les moyens nécessaires pour le faire? C'est là le véritable problème. Non, mais envoyer, peut-être pas, mais aujourd'hui, toutes les compétitions sont filmées. Voilà. Donc, les entraîneurs ont les moyens d'avoir des supports vidéo des joueuses. Mais les supports vidéo servent aux entraîneurs. Il ne faut pas que ce soit des éléments qu'on présente aux joueuses sans excuse. Enfin, bref, moi je fais confiance au staff technique. C'est des entraîneurs de haut niveau, ils sont formés pour, donc ils savent comment ça se passe. Et j'espère on espère tous que ça se passera ainsi. Mais un facteur important quand même, dans un staff, c'est le statisticien. C'est très très important. Et c'est lui qui monte, le monteur des vidéos, parce que c'est hyper important. C'est lui qui permet d'amener tout ce travail technique à l'entraîneur. Bon, je ne sais pas comment est composé le staff, c'est pas grave, mais j'espère que sur la base de ce qui s'est passé, comme tu le disais tout à l'heure, à la francophonie, c'est toujours des référents. Voilà, pour un entraîneur, c'est OK, on a travaillé comme ça peut marcher parce que si c'est la même équipe, on peut amener des modifications ou des améliorations. Si c'est pas la même équipe, on sait, attention, sur telle ou telle poste ou telle phase de jeu, on peut modifier. Donc, je crois qu'ils sont en train de travailler là à Abidjan, donc je leur fais confiance. Voilà. Alors, bonsoir le panel, bien des choses à Nono pour ces analyses, que la fédération puisse tenir compte de son point de vue. C'est Abega Sam qui nous envoie le message. Bonsoir Abega, ancien Lion. Ah bon, c'est votre génération ça? Ouais. Quelle année? Moi j'ai arrêté en 87, on a fait la dernière compétition à Brazzaville en 87 où on termine vice-champion de... Comment on appelle ça encore, collègue? J'ai oublié les Jeux d'Afrique centrale. L'Afrique centrale. Ouais, voilà. Et la fameuse équipe dont on ne pensait pas qu'elle aurait pu faire quelque chose, mais qui, hélas, surpris. À la grande surprise de mon président, que j'ai tant aimé, Samuel Essungu, on arrive en finale et on est qualifié pour les Jeux de Kenya. Et il m'appelle et il me dit, Mbombo, vous me faites prendre mon mandat très haut. Vous n'irez pas au Kenya. Suite à ça, j'ai dit je ne jouerai plus au basket. Voilà, tout simplement. Bon. Et j'ai arrêté à 29 ans. Oui. Il a raison. Il a arrêté. Donc, pourquoi les frustrations peuvent amener les joueurs à arrêter complètement? Non, mais disons que le rêve de tout joueur, moi je pense que dans le projet d'un joueur, c'est de jouer, de faire des grandes compétitions, c'est de faire des compétitions africaines. Les Jeux africains, c'est un aboutissement. C'était aux Jeux d'Afrique. On ne rêvait pas faire le champion du monde, ni les Jeux Olympiques. Pour nous, les Jeux africains, c'était un aboutissement d'une carrière, d'une carrière, appelons ça comme ça. Et donc, dire que le garçon n'irait pas, j'avoue que dans la génération, il y a eu Paco, il y a eu plein de joueurs. Donc après, on n'a pas eu l'occasion de le faire. Donc voilà, mais c'était quand même quelque chose de dur à accepter. Bon, en même temps, j'ai compris un peu son point de vue. Bon, moi, joueur, j'aurais aimé faire cette compétition. Effectivement. Cette compétition-là, j'étais désigné arbitre. J'étais arbitre accompagnateur du Cameroun pour cette compétition au Kenya. Et ce que dit Samy, c'est vrai, mais à regret, peut-être c'était sa jeunesse. Mais ça l'a beaucoup choqué. Je le sais personnellement. Comme ça, un peu choqué Ramsès Longla, qui heureusement est revenu à de meilleurs sentiments. Quand on n'est pas parti à la Coupe du Monde de 3x3, elle a dû déclarer qu'elle arrêtait. C'était une sueur froide. Au moins, elle est de retour et on pourra compter sur son scoring.
pour l'Afro-Basket. Bien sûr. Ouais, on les a attendus, mais hélas. Mais bon, c'est compliqué. Je voulais quand même faire une parenthèse sur ça parce que je reçois beaucoup de messages inbox, des messages des jeunes frères, des amis sur tout ce qui est équipe nationale. C'est vrai que y a la volonté, elle existe. Si tous ces moyens-là existaient, je suis sûr peut-être qu'on les mettrait sur la table, on ferait mieux. Mais on fait avec. Vous comprenez bien que la priorité du Cameroun aujourd'hui, ce n'est pas que le sport. La priorité du Cameroun, c'est la santé, c'est l'éducation, etc. Donc, on ne va pas rentrer dans ça. Moi, c'est pas ça mon propos. Moi, je dis sur le plan sportif, je sais que c'est très difficile. Et il faut qu'on sache que l'équipe nationale du Cameroun appartient à tous les Camerounais. Tout à fait. Quand on dit Cameroun, je me sens fier. Quand le Cameroun joue, je suis fier. Dans la victoire, dans la défaite, je suis fier. Donc, que les Camerounais s'approprient leurs équipes nationales. On peut ne pas aimer le fonctionnement, mais on ne peut pas détester son équipe nationale. C'est quelque chose qui... Je ne comprends pas. Donc, c'est dans l'âme. Hein, voilà, voilà. Ou alors c'est un dépit amoureux, comme on dit, parce que souvent quand on est mécontent, on se dit bon, voilà. Mais quand on s'approprie notre équipe nationale, l'équipe nationale du Cameroun et les équipes nationales du monde entier appartiennent aux États. On m'a souvent sorti les exemples, mais en France, justement en France, l'équipe nationale appartient à l'État français. Le ministère des Sports donne la gestion à la Fédération française de basket qui gère l'équipe nationale. Les moyens, les billets d'avion sont ceux de l'État. Donc ici c'est pareil, quand l'équipe nationale doit sortir, s'il n'y a pas d'accord de la tutelle, l'équipe nationale ne sortira pas. Tout à fait. Il faut qu'on se le dise. Donc c'est comme ça. Un club, ça pose pas de problème. Monsieur s'il veut à son équipe, Bafang Basketball Club, il peut l'amener s'il veut à Honolulu, c'est son problème. Mais quand on parle d'équipe nationale, on parle de l'équipe et puis il y a un aspect sécurité, etc. Donc ça engage plein de choses. Il faut qu'on comprenne. Maintenant, c'est pas un problème d'être pro ou anti. Quand on parle de basket, on parle du même langage. Hein. Oui, mais voilà. Chez nous, quand même, il y a des guerres intestines. Quand vous parlez de l'État, ces personnes qui sont bien assises là-bas au ministère, qui vous disent que non, parce que telle joueuse a insulté ma collègue de bureau, elle ne jouera plus jamais pour cette équipe nationale, parce que l'autre m'a manqué de respect, ou alors elle a refusé de signer ce que je lui donnais, et elle réclamait peut-être ce qui lui était dû, elle ne jouera plus à l'équipe nationale. On a affaire à ça, où l'État et même d'ailleurs celui-là qui participe à la destruction de l'équipe. Bon, tant pis, la fédération camerounaise de basketball ira voir ses comptes, c'est elle qui saura comment elle va gérer ses comptes derrière. De toute façon, elle a d'ailleurs des comptes à rendre aussi. Mais comment serait-il possible qu'une fédération rende des comptes positifs, surtout quand on a au plus haut là-bas commencé à détruire l'équipe? Non, il faut se le dire honnêtement, il faut se le dire honnêtement. Bien. Mais logiquement, Christian, tu m'excuses. Je pense qu'à l'occasion d'une compétition de haut niveau où l'on va représenter toute la nation, on devrait pouvoir faire la paix des braves. Et ça commence... faire la paix des braves, là où les listes se font. C'est-à-dire oublier nos problèmes internes à gérer à notre niveau, sans que les gens ne s'en aperçoivent. Mais il faut le Parce dire à que ceux qui attendent les excuses à genoux. Nous devons pouvoir présenter une équipe suffisamment homogène pour faire de bons résultats. Parce que ça sera l'équipe camerounaise qui doit aller défendre ce challenge. Si vraiment l'équipe n'est pas complète, nous n'attendons pas un résultat également complet. D'accord. Alors vous avez le bonsoir de Clovis Yonga. Monsieur Clovis Yonga. Il est dans le... Il est, je crois, Menganga. Ah, Clovis. Oui. Ah oui, oh, mon commandant. D'accord. Commissaire, vous alliez dire. Non, je sais pourquoi j'ai dit mon commandant. Ah, d'accord. Alors, on va regarder pour sortir de cette première phase, cette interview de Souleymane Pepouna que nous avons rencontré lundi dernier au Palais Polyvalent de Sport de Yaoundé. C'est vrai que le gros de l'effectif n'avait pas encore rejoint la tanière. Il faut dire qu'elles sont complètes en ce moment. Donc là, tout de même, il est revenu sur ces filles qui étaient dans la liste des présélectionnés. Jusqu'ici, on dira présélectionnés. Écoutons.
plutôt bien. Ça a été dur la première. Lindamba, poste 1. Les entraînements, ça se passe plutôt bien. Ça a été dur la première semaine parce qu'il fallait un peu revenir sur la condition physique. Bon, mais là, ça commence à aller. Go. Ça, c'est Ramsès Moranlac, vice-capitaine de l'équipe nationale, joue au poste 2, qui est arrière. Alors, Les entraînements sont très bien et les filles sont vraiment concentrées. Le coach, le staff, on met l'accent sur ce qu'on doit faire dans le positif. Les filles, les anciennes et les nouvelles, on s'entraide entre nous. Moi, c'est Sonia Kenny, je suis poste 1. Bon, les entraînements se passent bien. On se bat sur un appel pour réaliser notre objectif, remporter la canne. C'est Priscilla Mbiandia, je suis menace. On le prend chaque jour à son temps. Donc on essaie de corriger certains trucs qu'on a fait hier. On essaie d'améliorer pour avancer. d'accord. Je m'appelle Sanka Mentel de Djibouti. Je suis une joueuse de la BA. Je joue poste 4 et 5. Moi c'est Kachingani, poste 4, 5. Les entraînements, ça se passe bien? Ça va pour le moment. On a commencé par la préparation physique la semaine passée. Et maintenant c'est beaucoup plus technique. Je pense que d'ici peu le coach va mettre le plan tactique aussi. Mais ça va pour le moment. L'essentiel c'était de se mettre au niveau physique. Très bien. Très bien, les filles ont répondu rapidement présent à l'appel, du moins celles qui sont au Cameroun. Et voilà, il y avait 6 au Cameroun et nous avons pris 2 espoirs. 2 filles qui ont montré leur talent, qui ont montré leur progression pendant tout le championnat national éliminateur, la coupe. C'est ainsi qu'on a fait venir Ndogmo Christelle d'APGS et la plus jeune Fankam Jutsi. Donc on doit rejoindre l'équipe, voilà, on fait le stage à 8. La première semaine, voilà, il fallait un peu remonter le potentiel physique de l'équipe. Donc on a eu la chance d'avoir deux préparateurs physiques, M. Ndje Alfred et M. Gessel Menton, qui ont donc fait la première partie de la préparation physique. Cette deuxième semaine, voilà, on attend le groupe d'Abidjan où il y a 8 joueuses qui devaient donc rejoindre la tanière dès demain midi, parce qu'elles arrivent le matin. Demain midi, voilà, on aura donc un stage à 16. Donc, voilà, ça se passe plutôt bien, il n'y a pas de bobo physique, et voilà, les conditions sont acceptables. D'accord. Alors, il y a un challenge quand même à relever, coach. C'est aller défendre la 2e place du Cameroun au dernier afro ici à Yaoundé. Comment est-ce que vous abordez cet afro-là particulièrement? Voilà, on est vice-champion d'Afrique, ça faut pas l'oublier, on est vice-champion. Voilà, il va au moins aller défendre cette place ou au moins au minimum faire ce qu'on fait depuis 2013, donc demi-finaliste de l'afro-basket. Je crois qu'on a les moyens. C'est vrai que nous sommes sinistrés au poste d'intérieur parce qu'il nous manque cruellement de taille. Et la préparation est donc faite en fonction de ça. Il va falloir jouer petit, très physique, très agressif. Donc voilà, je crois qu'on a les armes. On a une équipe, c'est un bon mix hein, de très jeunes et d'anciennes. Parce que dans l'équipe, quand même, on a des filles qui ont fait Bianja et à son 5e afro-basket d'affilée. C'est un record presque en Afrique. On a Ramsès Lonlac qui est, je crois, son 4e ou 3e d'affilée. On a des filles qui ont fait le tournoi olympique et qui étaient déjà là. Juste des très jeunes. Hein. Les sœurs Weledi Foula qui a déjà une certaine expérience à Sénalor, qui était déjà pas mal en partant du Cameroun, qui a beaucoup progressé. Et voilà, je crois qu'on peut composer quelque chose pour véritablement représenter ce pays. Bonne chance, coach. Merci beaucoup. Voilà, Souleymane Pepouna qui reconnaît quand même qu'il a quelques problèmes d'intérieur, ce que nous avons relevé sur ce plateau. Bon, en espérant qu'il aura capitalisé ailleurs pour pouvoir s'en sortir
Mais en gros, la compétition démarre donc le 18. Et ce sera du côté du Bamako au Mali. Ça va être chaud, hein? Ouais. Comme Samy le disait il y a un instant, on reste camerounais dans la victoire comme dans la défaite. Oui. Restons camerounais. Le message, c'est que tous les Camerounais soient derrière cette équipe. Oui, qu'on la supporte dans ces moments difficiles. Et je pense que c'est ce qu'il faut. D'accord. Alors, nous allons livrer la dernière partie de messages. Nous allons livrer la dernière partie de messages avant de prendre le coach Jean-Claude Depp qui nous attend en ligne. On va les prendre à l'instant déjà. Bien, bonsoir Samy, Alexis, courage pour ce que vous faites, toujours les mêmes pros depuis 30 ans. C'est Mekongo qui écrit le... APAP. Merci Georges. Du Merci. courage, on a un message qui vient à côté. Alors, greeting especially and all in the studio. I'm grateful for all the updates you give us in as far as basketball in Cameroonian. Il concerne kudos. Thank you bien, very non? much. C'est coach Hale qui nous écrit Hale Sunday depuis Bamenda. Oui. Ça va Bamenda? Il y a le basket là-bas? Oui. Merci Sunday. All Star de Bamenda. Ouais. Vous en souvenez? Bien. Allez. Comment? On a livré contre quelques batailles contre All Star Bamenda Ouais. les années précédentes, oui. Même si on trouvait que c'était une équipe trop composée. Oui, Le, non, mais le reste du Cameroun. Oui, mais il y avait quelques locaux, c'est une équipe plutôt supportée. Hein. Ouais. D'accord. En ligne, donc, nous avons le coach Jean-Claude Depp qui est dans cette tanière. JC, bonsoir. Oui. Allô, bonsoir. Bonsoir, coach. Oui, bonsoir. Voilà, merci de nous répondre aussi tard. On imagine que vous avez eu une journée très très chargée aux côtés de cette équipe nationale masculine dont vous avez aussi la charge. Ah ouais, ça c'est pas facile du tout. Vous l'imaginez déjà là. Donc c'est pas facile du tout. Donc on était en train de faire un peu de repos là. Oui, d'accord. Alors coach, comment elle se porte cette équipe-là du côté de Yaoundé? Pardon? Comment elle se porte l'équipe nationale masculine du Cameroun? Ah, pour l'instant elle est plutôt très bien. Hein. Je pense que là, je peux l'avouer là. Au contraire de ce que j'attendais déjà, un peu de faiblesse, de plan physique, même tactique. Alors coach, on vous a très mal saisi, hein? Vous parlez trop bas, coach. Oui, je dis que c'est plutôt bien là, hein. Plutôt très positif, parce que je croyais qu'il y avait pas mal de déchets, beaucoup de choses à arranger. Surtout sur le plan physique, je croyais que les gars allaient être un peu réduits physiquement. Ils sont plutôt bien là, je trouve. D'accord. Alors, on a combien de joueurs dans cette tanière en ce moment, coach? Pour l'instant, ils sont 10. On attendait Seoud qui devait arriver aujourd'hui, mais il a eu quelques problèmes avec ses papiers, mais je pense qu'il sera là dans les jours qui arrivent là. Et puis, on devait normalement avoir 12 joueurs, partir d'ici avec 12 joueurs, et puis les autres souvent. D'accord. Normalement, le départ pour le Brésil était prévu pour ce soir, cette nuit. Oui, c'était prévu pour cette nuit-là. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais apparemment, d'ici mercredi, on sera parti. D'ici mercredi. Ouais. Bon, ça me laisse le temps de faire un tour quand même dans cette tanière-là du côté de Yaoundé. Ah, alors, il y a des rumeurs de désertion pratiquement dans cette équipe nationale, coach. Certains joueurs, cadres, on va appeler cadres, hein, jusqu'ici, qui ont décliné l'appel du Cameroun. Qu'en est-il? Ouais. Ah, je ne suis pas sûr qu'ils ont décliné l'appel du Cameroun. C'est pas volontairement. Vous savez, il y a des gars qui ont signé à de nouveaux clubs qui comptent sur eux. Vous voyez? Donc, et puis, cette canne qui se joue en septembre, au mois où les clubs commencent leur championnat là-bas, c'est un peu difficile, vous voyez? Donc, mais c'est pas, comme elle m'a dit, ils sont encore en pourparlers. Ils ont mis les requêtes pour l'équipe française, s'ils libèrent les joueurs, les mettre à la disposition de leur équipe nationale. Donc, c'est encore en suspens.
Donc rien n'est perdu jusqu'ici. Alors pour ces joueurs-là qui devaient entamer déjà leur saison avec leur club et leur nouveau club pour certains. Oui, effectivement, rien n'est perdu. Donc tout peut changer et il peut y avoir un revirement de situation. D'accord. À défaut quand même, j'ose croire que vous préparez au pire, disons un peu comme ça. Bon, je vais appeler pire, puisqu'on aura quand même perdu quelques membres de l'équipe. Ouais, bon, c'est quoi le plan B? Le plan B, c'est que, enfin, je sais pas, moi, je prépare l'équipe là comme si c'était celle que j'amenais et que je vais utiliser, les gars que je vais utiliser là-bas. Et comme tu disais, pour moi, il n'est pas question de dire que ce serait même le plan B idéal, parce que vaut mieux partir avec des gars qu'on connaît, que tu maîtrises, et que tu as une discipline, des gars qui viennent comme ça, là, vous voyez un peu. Oui, donc vous n'envisagez pas de plan B parce que vous ne voulez pas faire avec des gens que vous maîtrisez moins. Oui, qu'on maîtrise moins, et ce qui nous causerait un peu de préjudice, moi, je trouve. Donc, c'est mieux qu'il soit là, partir avec des gars avec qui on a fait toute la préparation. Parce que ce serait plus rentable que ce qui viendrait en bout de chemin. Et tout vient vers la fin de la préparation. D'accord. Voilà. Alors, ce sera quoi la suite de la préparation? Vous serez parti, vous avez encore quelques jours à Yaoundé, vous serez parti de là dans la semaine pour le Brésil. Ce sera quoi la suite dès que vous serez parti de Yaoundé? Donc, la suite, la préparation, en fait, le stage même commence dès qu'on sera au Brésil, le vrai stage là. Donc, c'est ça qui va comprendre le programme de fait. C'est-à-dire, on va affiner toutes nos organisations et nos stratégies. Et il va comprendre ces quelques matchs amicaux. Parce que normalement, le Brésil, même le 15 et le 16, en aller et retour déjà, vous voyez. Donc, on a fait bien de commencer très tôt, donc ici au Cameroun. Donc, ce sera la suite là-bas. Donc, après, là-bas, on va directement à Tunis pour affronter la CAN. D'accord. Entre autres, hein, monsieur, vous avez une question. Sur ce plateau, on a Sami Nono, on a Hervé Gia, l'expert Siouela. Une question viendra peut-être de quelle part? Bonsoir. Bonsoir, coach. Bonjour, c'est comment? Oh, ben on a l'antenne. On s'appelle après. Non, mais dis-moi, d'abord félicitations. Hein, c'est bien, voilà, de savoir que tu es dans l'encadrement de l'équipe nationale. C'est une très bonne chose. Dis-moi, au-delà de quelques retards que tu auras, ton effectif, il est équilibré pour la compétition ou tu penses que tu as besoin dans des postes spécifiques de joueurs, etc. Parce que je ne connais pas les noms de tous les joueurs qui sont avec toi. Mais l'équipe, elle est équilibrée. Alors, qui on a d'ailleurs dans cette équipe? Peut-être il pourra nous dire. Oui. Bon, elle n'est pas équilibrée. Bon, on a des intérieurs. On a un seul 5, un vrai 5, un vrai 5. Donc, on vous a très mal entendu là. Qui est à la personne de Afia. Donc, avec lui et monsieur Kevin Gouesset, que vous connaissez tous. Kevin Gouesset, oui. Oui. Et puis, il y aura quelqu'un comme Yangé, que vous connaissez aussi. Donc, pour moi, c'est pas des gars qui sont déjà remplis à la compétition. Ouais. Donc, en équipe, on aurait souhaité que tous ces soient là, mais de l'autre côté, on a Zongolo qui joue un poste de 1 et 2. Et qui est en support on a Boris Pras. Donc, il peut se relayer. De l'autre côté, à l'aile, on a Bambi, Thierry. C'est pas mal équilibré. Donc, on a des gars qui sont derrière, ou arrière. Donc, on a même prévu pour les faire dans. Vous parlez trop bas, on a de la peine à vous écouter, coach. Oui, donc, dès qu'on a prévu à des un peu, un endroit aussi, un peu, excusez-moi. Hein. Oui, on comprend très bien, coach, on comprend. Voilà. Donc, je dirais que l'équipe est pas mal équilibrée. Donc, on a des intérieurs qui peuvent jouer 4-5, certains qui peuvent jouer 3-4, j'ai un vrai poste 5 à la position de Afia. On a des arrières, d'autres arrières qui peuvent faire un relais au niveau du poste de Ok.
Just keep working. Pardon? Keep working. Attends, je vous saisis mal là, je vous prends déjà mal. I say keep working. Ouais. Okay. Call you later. Il y a l'expert Sioué qui a une question pour vous. Ouais. Bonsoir collègue. Ouais, bonsoir collègue. Comment tu vas? Félicitations pour ta promotion. Ouais. Mais je voudrais m'assurer que tu es bien encadré. Oh, tu sais comment ça se passe. Pas mal déjà. Voilà, je voudrais m'assurer qu'autour de toi, dans cette préparation, tu as un officiel et un statisticien. Pas encore, mais je crois qu'ils ont prévu ça. Je pense qu'ils avaient prévu. Bon, ça, c'est déjà quelque chose de bien. Parce que pour une tâche comme la tienne, tu as besoin de ces deux corps, surtout que toi-même tu es un statisticien attitré, et que la présence d'un arbitre te fera énormément du bien, d'abord pour les matchs amicaux, où il pourra ramener l'expérience pour leurs camarades. Oui, c'est évident. Merci. Bon, merci beaucoup JC et bonsoir du côté de Yaoundé. Bon boulot quand même. Merci beaucoup. Beaucoup de courage. Ok, merci. Voilà. Alors, une équipe de 12 joueurs pour la préparation, c'est exactement ce qu'il nous faut pour aller au Sénégal, j'allais dire, oui, Sénégal, à Tunisie et au Sénégal. Bon, cas de blessure, attention, on va en parler. Hein. Et maintenant, la compétition, elle est en septembre. Est-ce qu'on peut dire qu'on a encore du temps pour injecter 2-3 choses, mais le coach dit faire avec ce qu'il a jusqu'ici. Mais à l'écouter, il ne contrôle pas beaucoup les mouvements dans cette équipe, hein, les entrées, surtout les entrées. Il faut voir quelle position il a déjà, peut-être. Comment? Il faut déjà voir quelle position il a et s'il a cette responsabilité-là. Bon, on sait qu'à côté de lui, il y a le coach Lumumba. Limumba, vous connaissez? I know. Oui, quelqu'un a dit l'éternel adjoint tout à l'heure. Alors, voilà les deux qui sont un peu à la tête de cette équipe-là. Une équipe qui a 12 joueurs en ce moment dans la préparation d'un afro qui commence, on va nous dire qu'on a encore un mois, un peu moins. Est-ce que ce n'est pas partir avancer les yeux fermés? Oui, enfin, normalement il nous fallait un peu plus, il fallait un pool un peu plus important pour préparer un mois à peu près de la compétition. Généralement on prend un groupe un peu plus large, histoire de pouvoir voir le maximum de monde et de filtrer effectivement au cas où il y a un pépin pour resserrer le groupe ensuite dans les derniers jours avant la compétition. Mais de ce que Coltep a dit, je vois que on rafistole un peu, on essaie de faire le maximum. C'est pas évident, surtout la fenêtre en fait ouverte pour cette compétition là. Elle coïncide exactement avec les training camps des équipes professionnelles. Ça doit rendre un peu compliqué les regroupements de joueurs et la préparation. Ça, je peux comprendre ça. Mais en même temps, ce n'est pas la première fois. On a l'habitude de ce genre de préparation un peu chaotique. Et non, je pense que vu comment ça va, on devrait plutôt essayer de mieux travailler avec ce qu'on a. Parce que pendant trop d'années, on a demandé beaucoup de moyens et même à un moment donné, même ce qu'on avait été parfois suffisant pour faire du bon boulot, mais parce qu'on n'avait pas plus, on gaspillait justement ces petits efforts-là. Donc le peu qu'on a, parce que je vois que là on est en stage un mois avant, c'est déjà bien, un atout. Ouais, c'est déjà pas mal. Maintenant, bémol, nous ne sommes que 12, il y a des postes qui ne sont pas encore remplis, il y a des désistements, mais il faut déjà profiter du fait qu'on soit en stage un peu plus tôt, qu'on aille se préparer un petit peu ouvert, un petit peu loin de Yaoundé pour pouvoir bien travailler et mettre des bases en fait à un bon jeu, à un bon équilibre, parce que les équipes du Cameroun, c'est les hommes, là on parlait des femmes, là, les hommes, ce qui est la force des femmes est justement un petit peu la faiblesse des hommes dans l'équipe nationale. Cet équilibre-là, il a toujours manqué un petit peu d'équilibre qui fait que voilà, on réussit toujours à titiller les gros, mais pas à les battre. Parce qu'on manque d'équilibre généralement. Mais j'ose croire que cette année, nous sommes moins attendus que les années précédentes, même si l'équipe du Cameroun reste quand même on est censé être dans le top 5 africain. On est censé être. Maintenant, est-ce qu'on va confirmer cette place-là ou pas? C'est autre chose. Parce que on est armé
si nos joueurs viennent, si tout se passe bien, on est armé même pour gagner un Afrobasket. Mais voilà, on espère que ça va se passer comme en 2007 où personne ne nous attendait, ou plus loin, comme Samy disait, en 87 où personne ne les attendait, ils ont réussi à faire une finale dont nos options sont encore ouvertes. On doit encore voir comment ça va se passer d'ici à septembre. Si nos joueurs viennent, Samy, on est diminué en ce moment. On souffre un peu de cette décision de FIBA de ramener l'Afrobasket, de repousser l'Afrobasket pratiquement en septembre, où toutes les équipes sont dans la mise au vert, dans les différents clubs en Europe comme aux États-Unis. Ça handicape un peu, non pas seulement le Cameroun, mais beaucoup d'équipes africaines qui sont engagées dans l'Afrobasket. On paye un peu le prix de cela. Oui, on va relever quand même que la décision de la FIBA est consécutive à un double désistement du Congo, de l'Angola, et puis parce que les filles devaient jouer dans cette phase, cette partie-là, c'est-à-dire septembre à peu près, et les garçons devaient jouer à cette période où on va commencer l'Afro-Dame. Donc on aurait eu, tous les pays auraient eu leurs joueurs professionnels parce que mi-août, deuxième partie d'août, on commence les préparations physiques, etc. Donc il y a des entraîneurs qui sont un peu ouverts à ce que les joueurs professionnels puissent partir. Deuxième chose, moi je suis toujours embêté parce qu'une équipe nationale, moi, je reste sur le nom équipe nationale, peu importe l'existant, je reste sur l'équipe nationale. Moi, si on considère que cette équipe-là, elle est inquiétante, ça veut dire qu'on reconnaît que notre basket national n'est pas bon. De facto, c'est ce que ça veut dire. Donc si on pose ce postulat-là, comment le relever? Donc ça veut dire qu'il y a un travail à faire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je crois que les joueurs nationaux peuvent, à un moment donné, arriver à faire de la compétition à un niveau, à un très bon niveau, par rapport à ce qu'ils produisent. Après, il y a un travail à faire, je suis d'accord. Les professionnels, oui, mais le professionnel n'est pas forcément gage de réussite. Maintenant, quel professionnel? Comme on disait tout à l'heure, il y a des postes dont on aura peut-être besoin. Il y a des postes qui peuvent être pourvus localement. Bon, on est bien d'accord. On a eu une équipe qui allait en Chine. Laquelle? Sur cette base-là, combien sont en stage ou combien iront au Brésil? Vous comprenez? Donc, les équipes, les pays qui ont un championnat national intéressant, je crois que profiteront partie de cette canne. Je vais parler de l'Angola, je vais parler de la Tunisie, les pays qui ont un championnat national intéressant. Parce que ce soit le Sénégal ou les autres, leurs professionnels sont dans les mêmes conditions que nous. Ils n'auront pas facilement leurs professionnels. C'est pas possible. Donc ça pose un problème. Ouais, il faut qu'on comprenne ça. Donc, d'un autre côté, si cela va nous handicaper, j'espère qu'on pourra tirer profit de ça, essayer de relever notre compétition nationale. Je veux dire un mal pour un bien, why not? Donc, et maintenant, l'effectif qu'il y a, en fonction de s'il y a comme travail, je ne dis pas que je vais les 3 premières places, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ça ferait une expérience pour les locaux. Et partant de là, le niveau de compétition, ils apprendront, ils verront qu'ils sont peut-être plus bas que les autres, etc. Donc il y a un gap, il y a un travail à faire pour rattraper les autres. Donc tant mieux si ça peut animer ou relever notre championnat national. Et une expérience pour une TEP, si c'est lui qui amène l'équipe, je ne sais pas comment ça va se passer. Voilà, si c'est eux qui amènent l'équipe au niveau national, les échanges avec les entraîneurs ici pour dire voilà les difficultés qu'on a eues, comme disait M. Sioué, tel ou tel point, mais voilà, nous pensons que nous devons orienter notre travail de telle ou telle manière. Voilà. De toute façon, rien ne se cache. La différence se fait sur l'individu. Je dis, vous pouvez filmer mes entraînements ou mes matchs, et puis je sais que je compte sur Hervé parce que Hervé a telle ou telle aptitude pour faire la différence, etc. Donc, on peut transmettre, on peut partager l'expérience qu'on aura en compétition internationale avec les locaux. Je crois qu'il y a une association d'entraîneurs, si j'ai bonne mémoire. Elle est fragmentée. Celle-là aussi, ils vont en rendre dispersés depuis un temps là. Et ceux qui signent et ceux qui ne signent plus. Donc, alors, monsieur l'expert, c'est super intéressant quand même ce que Samy dit. On est face à notre réalité finalement avec cet afro qui est repoussé en septembre où beaucoup d'équipes, comme il le disait, iront chercher dans des équipes locales, dans le championnat local pour relever le niveau de leur équipe nationale. Mais notre championnat local, on sait tous à quel niveau il est en ce moment.
Ben, ça dépend de la manière dont chaque fédération organise ses compétitions. Parce que si je sais oui, mais partons de la base, de ce qu'on connaît, du fait qu'on connaît, de notre championnat local. Si je sais que j'ai un objectif à atteindre, il faudrait que je franchisse un certain nombre d'étapes. D'abord que je rende cette compétition suffisamment attrayante pour que les joueurs soient en jambes et que ces joueurs soient capables de justifier leur statut en participant non seulement aux matchs amicaux, mais également à des différentes compétitions sur le plan international. Or, nous avons une partie de l'équipe nationale qui s'est rendue en Chine, j'espère. Bon, dans cette partie-là... On connaît les résultats aussi en Chine avec quel adversaire, par exemple. Et on va nous dire que le premier tournoi, on est sorti victorieux. Après, on connaît tout ce qui s'est passé au deuxième tournoi, monsieur l'expert. C'était une raclée. Et puis, ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'après une compétition, il faut faire une évaluation. Dans le cadre de cette évaluation, on a la possibilité de savoir qu'il faille recenser, parce que les Camerounais, et j'ai la chance d'avoir Nono sur ce plateau, dans le monde entier aujourd'hui, les professionnels camerounais, si l'on fait une véritable détection dans tout le monde, il y aurait combien de joueurs qu'on retrouverait d'un peu partout? Moi, nous avons eu un invité ici qui nous a dit qu'il y avait plein de basketteurs camerounais éparpillés dans tout le monde entier. Qu'on ne puisse avoir que 12 joueurs. Moi, je pense qu'il faudrait encore que l'on réfléchisse. Oui, mais les 12 joueurs, c'est pas... je veux dire que peut-être le plateau, on peut l'élargir, c'est pas ça. Ouais. Mais c'est pas parce que on voulait absolument, ou il voulait absolument, là, en ce moment, avoir les 12 joueurs. C'est la situation qui fait que... Il se retrouve avec 12 joueurs, ouais. Mais dans ce que je dis, moi, c'est important. Je vois qu'il y a une flopée, vous le savez tous, d'écoles de basket au Cameroun. OK ? Chacun s'élève, crée son école, prend les enfants, les initie et à sa manière, et chacun tient son langage, etc. Le basket aujourd'hui, c'est un langage commun. Quand vous sortez d'une équipe aujourd'hui, vous allez jouer n'importe où, on parle le même langage. Donc il y a pas une liste de langage, il y a pas une liste de formation. Je suis désolé, on ne peut pas ouvrir une école comme on veut et dire qu'on va former une école maternelle, primaire, et on va enseigner aux enfants, je ne sais pas, ça ne se fait pas. Non. Donc, qu'on comprenne, ce n'est pas de fermer les écoles, c'est de dire à ces écoles, rapprochez-vous de vos ligues ou je ne sais pas, tout ce qui existe dans le basket pour pouvoir savoir quelles sont les orientations qu'on a. Quand on commençait, Gatouya existait, on faisait ce qu'on appelait les All-Star Games, c'est 3 matchs le week-end à 6. Vous jouez à 6, vous jouez 2 matchs le samedi et 1 match le dimanche. Et interdit de faire zone, etc., etc. Donc je veux dire, il faut des orientations. S'il n'y a pas des orientations, on sortira toujours 1 ou 2 joueurs par génération qui partiront et puis on dira, ah, on a des joueurs. Non, le Cameroun a un potentiel énorme. Chez les dames, le MBAM fournit comme il n'est pas permis. Ah oui. Vous traversez Yaoundé, il y a tout un gymnase dans le MBAM, je l'ai appris. Vous les voyez, 14, 15 ans. Hein, mais bon, écoutez, mais je crois qu'il y a des choses. J'ai appris qu'il y a un gymnase couvert dans le MBAM, Samy. C'est un atout. Voilà. Non, si je l'ai appris la semaine dernière. Si. Hervé, donc pour dire, vraiment, c'est pour dire que qu'on refasse focus sur cette formation, qu'on prenne cet investissement. Qu'on prenne cette base-là et qu'on se projette, on dit dans 6 ans, c'est U15 ou U16 ou machin, on va les amener à maturité, U20 ou après enseignant. Mais qu'on aille comme ça, qu'on projette, et puis après, de toute façon, on peut y arriver ou pas, mais on aura fait. Au moins, on aura fait une évaluation sur pourquoi on a échoué ou pourquoi on a réussi. Voilà, parce que quand on réussit, on ne dit jamais pourquoi on a réussi. On se pose des questions quand on échoue. Oh, il n'y a jamais eu de best-seller, c'est comment j'ai échoué dans ma vie. Ça n'existe pas. Donc, je pense qu'il y a tout un travail qu'on peut faire, mais il faut qu'on soit tous d'accord, tous les basketteurs anciens, jeunes, tout ce que vous voulez, sur les orientations qu'on va donner. Et puis, on essaie de voir comment on peut y arriver. À partir de là, si une équipe nationale sort avec les locaux, moi je suis désolé, à 20, 21 ans, les gamins ils sont ici, pour ceux qui sont partis, tant mieux. Une équipe, elle ne sera pas du tout, comment on appelle ça compétitive. Elle sera compétitive, mais elle ne sera pas, voilà, on va pas se poser toutes ces questions. Est-ce que parce qu'on aura un gamin de 17, 18 ans qui fait 2m10 ou 2m8, 2m10, qui a déjà fait les compétitions à U15, nous on ne les fait pas, ces compétitions. Ah non, du tout. Alors l'expérience, on les accumule là.
sur ces compétitions. Et donc, c'est une réflexion globale. C'est mon point de vue. Je suis tout à fait d'accord avec ça parce que il y a les championnats d'Europe U16 et U18 qui sont en train de se dérouler là pour la zone Europe. Je regarde le match U16. C'était France, je jouais à la France justement. Tu as vu les noms? Oui. Bon. Ah non mais c'est... non, je m'arrête là. Non mais voilà. Les noms qu'on retrouve dans nos villages. C'est Mbadou, c'est Sissoko, c'est machin. C'est pas les noms, elles sont pas très étrangères à nous, mais justement il y a une justement Rose Sissoko. Je veux dire, vu le maillage, il est impossible déjà pour la Réunion de manquer une chose. C'est impossible. Nous encore, comme Samy disait, on va faire une équipe, je sais pas, de gamins de 21 ans, mais parce qu'il n'y a pas eu de compétition en dessous, il y a eu des mille et une possibilités de manquer des talents et des talents et des talents. Mais c'est tellement maillé que c'est très compliqué de manquer. Et même quand on a manqué un talent, il y a toujours la possibilité de se rattraper. Oui, on rattrape encore. Donc c'est tellement bien maillé. Et là justement, il y a les U18, la France U18 qui a joué là, avec Sissoko par exemple, qui est une ailière, vraiment une ailière de grand talent. Je pense honnêtement, si tout se passe bien, l'équipe première l'attend. Vraiment honnêtement, l'équipe première l'attend. Et elle était en U16 il y a 2 ans, justement. Elle a fait le championnat d'Europe en U16. Elle était championne d'Europe en U16. Et elle jouait 5-6 minutes dans le championnat. Là, elle est en U18, elle est titulaire, elle se colle 25-30 minutes. Vous allez l'avoir en U20, je peux bien vous le dire, vous allez l'avoir en U20. La progression est là. Ça, ce n'est qu'un exemple, mais il y en a plein. Dans l'équipe A actuellement, vous les voyez toutes. Et Poupa, dont on parlait tout à l'heure. Attends, depuis qu'il est gamin, ne fait que gagner des championnats. On a reçu Andy c'est qui nous disait qu'elles se connaissent toutes depuis. Et on ne peut pas arriver en équipe senior et dire qui es-tu, toi à côté. Non, on a tous grandi ensemble. Depuis très très longtemps. Donc, et maintenant, dans l'équipe A, sur les 12, vous allez voir que 11 ont fait ce parcours-là. Il y a une qui, par hasard, a un peu manqué, mais elle a un talent tellement incroyable. Elle rejoint l'équipe et ça arrive. Il y a des talents comme ça arrive. Comme Léger Robert, par exemple, qui a flirté avec cette équipe-là, qui a eu tout le talent pour jouer là. Qui aurait pu jouer avec la France. Ouais, elle aurait pu jouer avec la France. Pour d'autres raisons. Voilà. Mais si on a ce maillage-là, il n'y a pas de raison que le Cameroun, c'est un vivier incroyable de joueurs. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas au niveau des autres sélections africaines. D'accord. Monsieur Espoir, va peut-être terminer par votre avis. Oui, je rebondis dessus pour dire qu'il faudrait que nous ayons justement cette volonté de mettre en place une politique de formation, d'organisation et de participation aux compétitions. Alors, détection, pourquoi? Si les centres de formation existent et qu'au sein de ces centres de formation, on ne détecte pas les éléments et qu'on les suive, va-t-on arriver à ce résultat? Si on n'a pas cette culture de participation à des compétitions, FIBA Afrique organise les U16 et les U18, la Coupe d'Afrique. Mais il y a très peu de pays qui acceptent de prendre part à ces compétitions. Par contre, les compétitions seniors, dames et messieurs, tout le monde veut y participer. Pourquoi ne donc pas accepter de prendre part aux compétitions des jeunes? Pour commencer à les préparer à la haute compétition et avoir une belle équipe plus tard. J'ai ma petite idée là. En 20 secondes. Oui, je pense tout simplement qu'on ne donne pas au sport son vrai rôle et sa vraie place. Le sport chez nous, c'est le show-off. C'est le show-off. C'est montrer qu'on est... Et on le montre chez les pros, chez les seniors, quand il y a toutes les caméras sont là. C'est d'abord une expérience, une école de vie qu'on peut donner à des gamins, à des gamines. Si on garde à l'esprit que non, le sport, c'est aussi quelque chose qui aide dans la vie, qui aide à être de meilleures personnes, peut-être on participera plus à ces compétitions-là. D'accord. Alors je vais rendre les quelques 4 messages que nous avons. Merci à la réalisation. Salut, je suis Fernando da Silva en Angola. Mais où est passée l'américaine Miesha Blackshee? Fait-elle partie de l'équipe? Merci. Non, elle ne fait pas partie de l'équipe. Elle ne viendra même plus jamais. Alors, le numéro de Samy Nono, vous l'aurez certainement après l'émission. Bonsoir à vous en studio. Nous savons tous que si les joueurs ont refusé de venir pour l'Afro-Basket, c'est juste parce que les gars ne voulaient pas jouer pour le coach Adingono. C'est tout. C'est Hervé de Douala. Bon, ça c'est votre avis. Bonsoir messieurs. Juste vous dire merci pour ce que vous faites pour le pays, pour le basket. Comme d'habitude, j'attends les autres disciplines. C'est un problème d'orientation et d'objectivité pour nos talents.
Voilà, merci beaucoup de nous avoir regardés ce soir, Samy Nono. Merci, bon retour en France. Vous prenez le vol demain matin. Hervé Dia, merci beaucoup d'être venu. Monsieur l'expert, on est toujours ensemble. Mesdames et messieurs, le 4 majeur qui est donc le parquet ce soir. Rediffusion de cette émission demain 13h30 et samedi 17h. Bonsoir à tous et bonne nuit. Let's go. All around the world, y'all know this is so. I like slam dunk and take me to the hoop. My favorite play is the alley-oop. I like the pick and roll. I like the give and go. And it's basketball. Bow wow, let's go.